Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro des podcasts thématiques de La Horde Sauvage, podcast cinéma, le dernier épisode de cette deuxième saison. Rassurez-vous, il y en aura une troisième. Donc aujourd'hui, on est à nouveau tous les quatre réunis pour parler de films autour des films dérangeants, des films autour du malaise au cinéma. On vous avait présenté Le Locataire et puis Bernie dans la première partie, Bertrand et moi. Aujourd'hui, ce sera... et puis en même temps, on va dire bonjour d'ailleurs. Mon voisin de gauche. Bonjour à tous, c'est Quentin et je vais vous parler de Marie et Max dans quelques instants. Voilà, et puis en face de nous, il y a... Michael, qui va présenter Grave de Julia Ducournau dans le dernier film de cette saison 2. Ouais, tu vas grave le présenter ? Je vais grave le présenter. Ah, bonjour, c'est Bertrand qui vient de dire une merde. Ça commence bien. Donc, on rappelle vite fait qu'on spoil les films, c'est tout à fait possible, même si on ne l'a pas fait à outrance dans l'épisode précédent, mais bon, voilà, on prévient de toute façon par précaution. Et puis, voilà, écoute Quentin, je peux peut-être te laisser la parole si tu veux enchaîner avec ta présentation. C'est parti. Chère Marie, merci pour la lettre. Je n'ai jamais rencontré d'Australien. Tu as un kangourou ? Max. Cher Max, d'où viennent les bébés en Amérique ? Ils sortaient des œufs pondus par des nonnes catholiques. Si on est athée, pondus par de misérables prostituées. Ma mère aime fumer et le chéri. Je trouve le monde très déroutant et confus. Alors, Marie et Max. Alors, avant de commencer, je tiens à le signaler, si pour les gens qui étaient là il y a 3 semaines, de nouveau, nous sommes le même jour, même enregistrement. Nous avons donc le même petit souci niveau matos, et donc nous n'avons que 2 micros. Nous le passerons, voilà. Donc, pardonnez-nous les petits errements qu'il peut y avoir par-ci par-là. Nous serons un peu moins fluides que d'habitude, mais nous sommes quand même présents et nous allons faire une émission tout à fait correcte, évidemment. Marie et Max, donc de Adam Elliott. Alors comme toujours, j'aime bien dire que je galère à trouver un film, et une fois n'est pas coutume, c'était encore le cas, hein. Merci bien mon cher David pour ce thème, ça m'a bien fait chier, j'ai bien galéré, parce que j'ai un mantra, c'est de parler de films que j'aime bien et dont j'ai envie de parler, et là il y avait des trucs, on aurait pu partir sur parce que dérangeant, ça veut un peu tout rien dire, hein. J'ai beaucoup pensé à Lars von Trier, mais est-ce que j'ai tant envie de parler d'un cinéaste qui, moi, me parle pas tant que ça ? Je ne sais pas. Enfin, c'était... Par pitié, non. Ça aurait pu être intéressant. Je pensais à The House That Jack Built, et je pense que ça aurait été vraiment dans le thème, et ça aurait pas été un 0 pointé, je pense. Mais en plus, c'est un film que j'aime bien, j'aurais peut-être pu, mais... En fait, non, ça m'a quand même permis, je suis assez content, parce qu'au final, ça m'a permis de pouvoir apporter une pierre à l'édifice qui est mon œuvre dans ce podcast, c'est-à-dire parler d'un maximum de films d'animation. Voilà, et donc je vais pouvoir continuer ça, puisque cette fois-ci, donc comme je disais, Marie et Max, film en stop motion, ou animation en volume, sorti en 2009 et réalisé par Adam Elliott. Deuxième fois qu'on traite d'un film en stop motion volume après l'étrange de Monsieur Jack, présenté en saison 1 par mon cher Bertrand. Mais tout à fait. C'était très bien. Voilà, c'était très bien. Et donc là, très content de pouvoir en traiter d'un autre qui est moins connu quand même. Pour pouvoir voir un peu plus ça en détail, avant de faire un petit point pitch, je vais faire un petit point quand même sur Adam Elliott. J'aime bien dire, je dis j'aime bien dire, mais en vrai je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça, et je trouve que c'est assez vrai, on va dire plutôt. Rendons à César, j'ai plus du tout qui est César dans le cas présent, mais voilà. Adam Elliott, c'est un peu Hardman, mais pour les adultes. Exclusivement, on va dire. Et c'est un peu vrai. Donc Adam Elliott, c'est un cinéaste australien, né en 72, qui n'a réalisé à l'heure actuelle que 7 métrages. 5 courts et 2 longs, et dans les courts, il y en a 2-3 qui font 5 minutes à tout péter. Oh, le chat qui fait des trucs. S'il y a des bruits en fond, c'est le chat. Tout va bien. 5 courts, donc je disais, donc 2 de à peine 5 minutes, 3 de 20 minutes de mémoire, et puis 2 longs métrages, un en 2008, Marie et Max, son premier, et ensuite, pour ceux qui ont peut-être entendu parler, on a eu Memory of a Snail, Mémoire d'un escargot, sorti en 2024, très sympathique aussi. Voilà, c'est un gars qui réalise que des films en stop motion, dans ce style-là, hein, voilà, avec une patte très reconnaissable de volume et des tonalités visuelles très jaunes, très grises, très noir et blanc.
Souvent, il parle d'être en marge de la société, de l'interrogation que peuvent se faire ce genre de personnes sur leur place dans ce monde, mais aussi et surtout sur leur désir d'apaisement dans un cerveau, enfin au cœur d'un cerveau qui ne les aide pas toujours de naissance, on va dire. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans son cinéma. Mais c'est difficile d'écrire autrement Adam Elliott qu'en décryptant ses films, en regardant des films, en fait. C'est évidemment quelqu'un qui lui-même a grandi dans la modestie la plus complète et qui a longtemps galéré pour trouver sa voie. Cependant, maintenant qu'il est dans l'animation, ça fait maintenant quasiment une 30aine d'années, on sent que c'était fait pour lui, en fait. Il a fait ses études au Victorian College of Art, la branche artistique de l'université de Melbourne. Et il sortira son premier court-métrage Uncle à cette époque-là qui aura un grand succès. Et comme je disais, on voit déjà toute la patte visuellement. On est sur aussi de la stop motion en pâte à modeler à la Hardman un peu, mais en très sombre, très noir, très jaune pisse, voilà, on a un peu de ça. À noter que sans surprise, en tout cas je trouve, au vu de son cinéma, l'homme est lui-même atteint d'un trouble du comportement, un tremblement héréditaire avec lequel il a appris à vivre et qui intègre même son œuvre, s'affranchissant même des lignes droites pour des tracés assez irréguliers, donnant à son œuvre un style organique assez unique. Donc c'est pour ça que vous voyez beaucoup de choses. Enfin, tout est jamais vraiment très droit chez lui. Alors pas dans le sens où quand il trace ses lignes, il tremble. C'est pas l'idée quand même. Mais c'est que il a tellement l'habitude, ça fait tellement partie de lui que pour lui c'est inconcevable en fait les choses droites. Il aime pas trop quoi. Et donc souvent les choses sont un peu irrégulières. Voilà. Et ça donne une patte à son cinéma quoi. Et concernant ses inspirations, pas de surprise à l'entendre citer Elephant Man parmi ses films préférés, clairement, que ce soit en termes de visuel et en termes de thème, on est vraiment dedans. Ou aussi le cinéma de Jan Svankmajer, que je connaissais de nom mais que j'ai été un peu me renseigner pour l'occasion, un réalisateur tchèque qui faisait des films très riches et très étranges dans les années 80-90, des films comme par exemple Alice, une version de Alice au Pays des Merveilles avec un lapin immonde sorti en 88 que j'ai vu pour l'occasion et c'était un moment très désagréable, j'ai vraiment pas aimé mais c'était fascinant, on est sur de la stop motion très organique et très avec du coup un lapin empaillé, c'est clairement un vrai lapin empaillé, ça fait penser à du stop motion un peu à la Wes Anderson dans le style, je veux dire, de comme Fantastic Mr. Fox par exemple en termes de visuel, mais en plus glauque. Donc on n'a pas du tout sur de la pâte à modeler. Et Alice en l'occurrence, il y a une vraie actrice, Alice, qui se déplace dans des décors. Le film est visuellement, je sais pas, fascinant. Et vraiment complètement barré. Par contre, je me suis fait chier comme un rat mort, c'était incroyable. Mais du coup, pas de surprise aussi à voir que ça a parmi ses inspirations. Donc voilà qui est Adam Elliott, un petit pour le contexte aussi en termes de production, c'est un cinéaste qui travaille pas seul mais qui a un petit studio et qui travaille vraiment dans son coin. Il a des moyens largement inférieurs à ce que peut faire Hardman par exemple. Hardman pour ceux qui remettent pas, c'est Wallace et Gromit, c'est Chicken Run, c'est Shaun le mouton et tout ça quoi. Et donc c'est un gros studio avec de gros moyens qui font des films très sympathiques clairement que j'aime beaucoup, mais Adam Elliott lui c'est vraiment une équipe bien plus petite. Et si je dis qu'il a fait 7 films en 30 piges quasiment, c'est pas par une manque de volonté, c'est que chaque projet, même les courts-métrages prennent même les courts-métrages de 5 minutes en général c'est un an de travail. Peut-être qu'aujourd'hui ça serait plus court, mais au début de sa carrière c'était 1 an. Et même un film comme Mémoire d'un escargot, de mémoire c'est 6 ou 7 ans de travail, quelque chose comme ça. Il sort Marie et Max en 2008, et entre temps il y a eu un seul court-métrage sorti en 2015. Et puis après Mémoire d'un escargot en 2024. Donc et c'est pas qu'il glandait, c'est juste que ça prend énormément de temps à faire des projets, à travailler et tout, surtout quand t'as une petite équipe. Donc c'est tout petit quoi. Mais c'est fou ce genre de film qui court sur des fois 8 ans de prod. Ouais. Et te dire qu'il y a des mecs, surtout dans le monde dans lequel on vit, où il y a des mecs qui croient en ce genre de projet et qui disent 8 ans, vas-y. Ouais. Vas-y, tranquille. Ouais, mais c'est trop beau, attention. C'est magnifique, c'est incroyable. C'est trop beau d'avoir ce genre de personnes et de ce genre de producteurs. Mais c'est pas dans la mouvance actuelle, quoi. Non, faut que ça aille vite. En général, faut que ça aille vite. On fait des économies en plus quand ça va vite. Ouais, et encore parce que finalement les films aujourd'hui, enfin tu regardes, on en parle souvent dans le podcast, mais des gars comme Billy, enfin j'allais dire oui Billy Wilder parce qu'on en parlait tout à l'heure en off avec les copains, mais même pas, je parlais d'Hitchcock par exemple ou des gars comme ça existe plus des cinéastes aujourd'hui qui font 50 films. Je te regardais David, mais c'est vrai que
Oui, non, tout à fait. Non, mais là, on est plus sur des carrières d'une vingtaine de films, 25 films. Là où les cinéastes de l'âge d'or hollywoodien, on pourrait en citer plein, mais moi, des gars qu'on a évoqués dans la Horde, Hitchcock plus de 50, Howard Hawks plus de 40, John Huston une quarantaine, etc., etc. Ça devient rare aujourd'hui. Donc, et puis là, t'as pris un exemple. Le gars, s'il fait 5 longs métrages dans sa vie, ce sera beau. Hein. C'est Oui, non, ce qui est intéressant, je pense surtout, c'est pour étayer un peu sur le point que tu disais, Mickaël, je dirais surtout que c'est la gueule des projets, en fait. Aujourd'hui, un gars comme Nolan, quand il fait l'Odyssée avec l'argent qui est mis en route, tu peux pas faire un film comme ça par an. Tu peux pas, c'est pas possible. Certes, ça va très vite, mais par rapport à l'ampleur des projets, parce qu'aujourd'hui, les projets sont différents. À l'époque, il y avait moins de personnes impliquées dans les films et tout. En tout cas, c'est mon estimation. Mais c'est vrai que des projets aussi longs avec des gens qui y croient, c'est pas monnaie courante, et surtout pour des films qui sont pas des succès assurés, surtout ça quoi, parce que si Nolan on lui laisse 4 ans pour faire son Odyssée avec les moyens, les 300-400 millions de patates qu'il a, c'est parce que on sait qu'il y aura un retour sur investissement qui sera là quoi. Il va rouler sur les Voilà, sorties c'est de ça, l'été quoi. Voilà, mais après là en plus cinéma australien, donc autre origine, voilà. Mais en tout cas c'est intéressant. Donc maintenant le film en lui-même. Alors petit point pitch quand même, on va commencer par ça. Sur plus de 20 ans et d'un continent à l'autre, Mary et Max racontent l'histoire d'une relation épistolaire entre deux personnes très différentes. Mary Dinkle, une fillette de 8 ans joufflue et solitaire, vivant dans la banlieue de Melbourne, en Australie, et Max Horowitz, un juif obèse de 44 ans atteint du syndrome d'Asperger et habitant dans la jungle urbaine de New York. Le film, pour le contexte historique, se commence à la fin des années 60 de mémoire, de 66 ou quelque chose comme ça, et donc va se dérouler jusqu'au milieu des années 80. Voilà. Et sans prendre de virage, on va faire très simple. Hein. Pourquoi ce film est marquant, pourquoi ce film est dérangeant, parce que c'est quand même le thème du jour. C'est un peu particulier pour ceux qui l'ont vu ou ceux qui vont le découvrir. C'est pas un film dérangeant d'horreur ou spécialement. C'est simplement, pour moi, ça se joue surtout sur le ton. En fait, c'est les sujets dont le film parle et le ton, la façon dont on en parle. Attention, hein, évidemment, spoiler, on l'a déjà dit, mais là, je vais complètement spoiler. Parce que oui, donc au niveau des sujets dont le film parle, donc on parle dans ce film en stop motion, je vous ai comparé à Hardman, vous pensez à Shaun le Mouton, à Chicken Run et tout. Là, je vous ai dit c'est un peu pour les adultes. C'est-à-dire qu'au niveau du sujet, hein, le film est quand même pas avare. Le film traite entre autres de négligence parentale, d'autisme et en particulier donc le syndrome d'Asperger. De solitude, de harcèlement scolaire, de dépression, d'obésité, de dysmorphie, d'anxiété, de judaïsme et d'antisémitisme au passage évidemment, d'alcoolisme de manière assez prononcée d'ailleurs, des addictions et même de manière générale, hein, clairement. Et puis on passe aussi par le suicide en fin de film, parce que voilà, sinon qu'est-ce que serait un film sans tous ces réjouissements, mais un Disney. Voilà, c'est ça. mais non, mais outre tous ces réjouissements, comme je disais, le film parle en fait surtout d'amitié et d'amour. Il parle même quasiment que de ça en fond. C'est simplement les conditions. Tout ce que j'ai cité avant, c'est les conditions dans lesquelles se déroule cette amitié. Et quand je parlais du ton, je parle surtout de la particularité du film qui est qu'il est narré tout du long par un narrateur extérieur. Comme une histoire que l'on raconterait à un groupe d'enfants en plein après-midi. Et les enfants, vous avez passé une bonne journée? Allez, asseyez-vous, je vais vous raconter une petite histoire. Ouais! Alors, c'est l'histoire de Marie, qui a une maman qui boit tous les jours. Oh, elle tangue la maman. Oh, et un jour elle meurt. Et son père il fait des choses bizarres dans le grenier, enfin dans son garage, avec des oiseaux morts bien sûr. Voilà, c'est une exagération à peine. On est vraiment sur ce genre un peu de le côté là j'ai fait une voix un peu exagérée, on est plus sur une narration très posée, mais il y a ce truc de narrer un conte, une histoire pour enfants un petit peu, mais ce qui est raconté n'est pas du tout quelque chose de pour les enfants quoi. Et du coup, on a les seules autres interventions qu'on a au niveau des voix étant celles majoritairement de Marie et de Max lorsqu'ils écrivent une lettre l'un pour l'autre, puisque je le rappelle, c'est un film d'une relation épistolaire. Donc, on a du coup des grosses séquences narrées avec le narrateur en VF Denis Podalides,
Podalides, pardon, qui s'en sort merveilleusement bien, et entrecoupé des voix de Marie et de Max qui s'envoient donc des lettres. Et je trouve que déjà là on a le premier élément de ce qui permet à ce film de figurer à mon sens dans cette émission. Il y a quelque chose d'étrange, de presque parfois malsain dans l'écriture des répliques de ce film, un espèce de décalage énorme entre la voix du narrateur au ton presque enfantin, comme je disais, et l'horreur parfois criarde qui nous est montrée à l'écran. Tout comme lorsque Marie ou Max, naïfs et en total décalage avec les usages de la société dans laquelle ils vivent, sortent des énormités. On pourra citer par exemple le moment où Max, un homme de 44 ans, demande à Marie, fillette de 8 ans, si elle est communiste. Ou que par exemple il lui répond « Non, je n'ai jamais utilisé de préservatif » à la question très simple qu'elle lui avait posée « As-tu déjà utilisé un préservatif ?» Voilà. Mais honnêtement ce serait criminel de résumer le film à ça. C'est un film où à une époque où les troubles mentaux étaient infiniment bien reconnus, je parle pas de 2008 l'année de sortie du film, mais des années 60 et 70 dans lequel se déroule le film, où les troubles mentaux étaient infiniment moins bien reconnus et compris qu'aujourd'hui, deux êtres foncièrement différents de ce que la société attend d'eux, et donc particulièrement seuls, deviennent amis de plume, une amitié assez forte pour créer des remous qui se répercutent sur toute leur vie en bien comme en mal. Je trouve sur ce point que le film est proprement magnifique. Il y a plein de moments comme ça où les ils deviennent amis, mais alors que le film le montre bien, hein, c'est pas une relation épistolaire de une lettre par semaine. Ils doivent s'écrire 4-5 fois maximum dans l'année, avec des moments où ils se parlent pas durant une année entière. Et pourtant, ils sont devenus les personnes les plus importantes l'un pour l'autre, et qui vont marqué, et Marie va prendre une direction dans sa vie au niveau des études avec sa rencontre avec Max, puisqu'elle va faire des études justement dans le domaine de la santé mentale pour essayer de mieux se comprendre elle et mieux comprendre Max, et tout comme Max va avoir des choses chez lui, et l'arrivée de Marie dans sa vie va lui bouleverser la vie. Il y a une espèce de dualité entre les choses étranges qui se passent dans ce film et le discours qu'il y a, et du coup cette magnifique histoire qu'il y a entre les deux, entre deux êtres si inadaptés à leur environnement qui est en plus horrible quoi. D'ailleurs en parlant de magnifique, comme je disais un peu avant, que dit la tronche du film, hein, vraiment. Alors certes ce n'est pas un film beau, ce serait difficile de dire qu'il est beau, chatoyant, coloré. Voilà. Non, on n'est pas là-dessus. L'ambiance globale du film reflète surtout le ton très triste et sombre du long métrage. Mais il n'empêche que le résultat est assez fou et que moi je le trouve vraiment splendide. Le film se divise entre les séquences chez Marie en Australie, où les tons jaunes, sépia, gris, et globalement assez morose avec cette banlieue très modeste, calme et même isolée. Et ça contraste avec les séquences à New York, entièrement en noir et blanc, dans une jungle urbaine triste et agitée, où Max vit dans les hauteurs d'une des nombreuses tours qui peuplent la ville. Et que ce soit chez l'un ou chez l'autre, l'attention au détail et le travail de la mise en scène est juste fascinant. L'univers de ce film est d'une richesse folle. Voyez-le, c'est un bonheur pour les yeux, et dès qu'on aime un peu ce genre de film, la stop motion, c'est incroyable. J'ai là-dessus d'ailleurs 2 mentions spéciales à faire, j'avais quand même envie d'en parler plus en détail. On a d'abord l'idée de génie d'intégrer les éléments de Marie chez Max en couleur et ceux de Max chez Marie en noir et blanc. Parce que comme je le disais, quand on est chez Marie en Australie, les tons sont sépia, gris, voilà, mais il y a de la couleur quand même. Et quand on est chez Max à New York, le film est en noir et blanc. Et là, alors pour l'anecdote, enfin ça paraît un peu évident, mais c'est vrai que j'aime bien le dire quand même, mais ils ont fait les décors comme ça. C'est-à-dire que Max est une statuette en pâte à modeler en noir et blanc. Et tout son décor est en noir et blanc. Il y a pas de filtre utilisé sur l'image, c'est juste qu'ils ont fait en noir et blanc les objets de décoration. Et du coup, quand Marie lui envoie une lettre, la lettre est en couleur. Et le pompon qui est à l'intérieur et qu'il va mettre sur sa petite kippa, puisqu'il a gardé sa kippa malgré qu'il soit un juif athée. Vous voyez le film, c'est assez dense. Et bah son petit pompon rouge, et bah il va le garder tout le long du film avec ce petit pompon rouge sur sa tête, alors que tout le reste est en noir et blanc, un peu comme dans La liste de Schindler où on a des petits éléments de couleur comme ça. Et l'inverse marche dans l'autre sens quoi. Tout ce que lui envoie Max, voilà. En tout cas, en termes d'idées visuelles, je trouve ça extrêmement brillant et magnifique. Donc j'aime bien parce que c'est simple. C'est simple, ça va pas chercher midi à 14h comme idée, mais c'est beau.
Et puis la seconde mention en termes visuels, dans la fameuse machine à écrire de Max, que je trouve incroyable, parfaitement détaillée et fonctionnelle. Pour info, c'est une vraie machine à écrire fonctionnelle, miniature, mais qui fonctionne, qu'ils ont construit pour l'occasion. Qui permettra de créer pour moi l'une des meilleures scènes de tout le film, celle où Max écrit sa première lettre. Après une grosse crise d'angoisse, il va se mettre à écrire, qui est rythmé par le morceau The Typewriter, écrit en 1950 par Leroy Anderson, qui est un morceau orchestral créé pour être dirigé par une machine à écrire, comme son nom l'indique, qui a été utilisé pour l'anecdote en 63 par Jerry Lewis dans le film Who's Minding the Store, un chef de rayon explosif. En VF, dans une scène où il mime de taper à la machine. Très certainement une rêve d'enfance d'Adam Elliott, j'imagine. Mais ça m'a fasciné de me renseigner dessus et de me rendre compte que ça existait vraiment et que c'était pas du tout une création, une simple création du film. Oui, Mickaël ? La première fois où j'ai entendu cette musique, c'est Cadmerade qui l'avait fait. Ah ! J'avais vu à la télé. Ah, mais ça me parle en vrai. Je sais plus où c'était. Je crois que soit c'était sur un plateau ou même peut-être dans un film, je saurais pas le dire. Je me demande si c'est pas un sketch de l'époque KDO, maintenant que tu le dis. Ouais, et moi ça me parle. Cadmerade. Pour moi ça m'a rappelé Ah ouais, j'aurais jamais cru ça. Mais non, moi j'ai découvert cette scène dans ce film-là, mais effectivement, vous pouvez chercher The Typewriter sur YouTube et vous trouverez des séquences filmées de concerts où du coup on a vraiment une machine à écrire, enfin un gars qui est sur une machine à écrire sur une table, et puis derrière il y a l'orchestre, et puis lui il tape et ça fait le rythme. Donc je trouve ça assez incroyable, et alors j'imagine que ça a dû marquer Adam Elliott dans son enfance et qu'il a voulu l'intégrer dans le film. En plus je trouve que la mise en scène très travaillée pendant ces séquences là où la caméra tourne autour dans plusieurs séquences, bref, voyez cette petite séquence, je la trouve divine et tellement plaisante, et elle me file le smile. C'est voilà, en tout cas c'est une séquence que j'aime énormément, et visuellement il se passe quelque chose de fou. Le travail qui est mis là-dedans est dingue. Et pour faire le lien avec la musique, vu qu'on parle de musique, élément marquant, j'avais envie de vous parler d'une autre scène incroyable, celle de la tentative de suicide de Marie en fin de film, droguée et entourée de ses souvenirs bons comme mauvais. Elle se met debout sur un petit tabouret avec la corde au cou sous son lampadaire. Elle est entourée par ses tableaux. Alors il y a des choses bien comme des choses négatives, puisqu'il y a des tableaux de ses parents. Ses parents, on voit dans le film que c'est pas des gens très positifs pour elle. Mais du coup, là, elle se met à être sur ce tabouret, et elle ferme les yeux, et là, on a le rythme de Que Sera Sera qui commence à être entonné avec donc ce morceau créé pour Doris Day en 56 pour L'homme qui en savait trop, film de notre cher Alfred Hitchcock. Je trouve que c'est une scène qui est suspendue dans le temps, aussi belle que tragique, qui m'a détruite alors que le film je le connaissais. Mais je la trouve magnifique, on voit d'un coup le décor s'estomper et les tableaux danser autour d'elle. Elle qui est à deux doigts de commettre un acte définitif, quoi. C'est un moment que je trouve incroyable, et une très belle utilisation de ce morceau qui est devenu culte très rapidement quand même. Voilà. Et aussi concernant la musique, à noter que les morceaux principaux du film, qui reviennent souvent plusieurs fois, sont des morceaux du groupe Penguin Cafe Orchestra, dont le leader Simon Jeffes, ou Jeffes, je ne saurais dire comment le prononcer, est décédé en 97. Donc ce sont pas des morceaux originaux qui ont été faits pour le film, c'est une bande son, quoi, une soundtrack qui a été récupérée de plein de morceaux de ce groupe-là, ce qui donne quand même une espèce d'ambiance générale uniforme, mais qui n'ont pas des morceaux qui ont été créés pour le film. Ah, donc je connaissais pas ce groupe, et je savais pas que ça n'avait pas été pour le film, quoi. Voilà. Côté casting, on est pas mal non plus, puisqu'on a Toni Collette qui s'occupe de faire la voix de Marie en VO, et Philippe Seymour Hoffman pour Max. Donc plaisir, et côté français, comme je disais, on a Denis Podalides, son narrateur, qui est absolument parfait, je trouve divin tout le long du film à écouter. À noter aussi qu'on a Jean-Claude Grumberg, voix française de Max, qui n'était pas un habitué du doublage, c'était surtout un acteur de théâtre, et ce sera son seul doublage. Je tenais juste à le citer parce que je trouve intéressant de dire qu'il est issu d'une famille juive et qu'il a subi de plein fouet la Seconde Guerre mondiale, et qu'il s'est battu toute sa vie contre l'antisémitisme, ce qui au final est assez raccord avec le personnage de Max, qui subit l'antisémitisme dedans. Et donc le sujet de la communauté juive est un sujet assez important dans le film, donc je trouve ça intéressant. Voilà, mais sinon en conclusion, film dérangeant ou pas,
eh bien moi qui le connais bien, je dirais plus que maintenant, plus vraiment, en tout cas pas pour moi, mais il me semble quand même coller au thème lors de sa première découverte. Je suis bien curieux de savoir ce que vous en pensez, les gars. De mon côté, je persiste et je signe depuis des années. Marie et Max, à mon sens, est un chef-d'œuvre du cinéma d'animation en volume, un petit qui joue dans la cour des grands et qui a déjà marqué son monde, le monde de son art. Lorsque je parle de son art, je parle de l'art de l'animation en stop motion, parce que c'est une véritable référence dans ce monde-là. Et concernant Mémoire d'un escargot, hein, juste pour faire une toute petite virgule, je pense que c'est encore trop tôt pour le dire, mais je pense que c'est un film qui est tout aussi impactant et aussi intéressant. Simplement, il ressemble beaucoup à Marie et Max, donc Marie et Max avait un statut un peu unique à l'heure actuelle, mais il n'est pas moins bon que son grand frère, ce cher Mémoire d'un escargot. Voilà. Et vous les gars, je sais pas qui veut commencer, mais qu'en avez-vous pensé ? Alors, comment passer derrière tout ce que tu nous as dit ? Parce que je pense exactement la même chose que toi, en fait. C'est vraiment super chouette, c'est touchant, c'est toutes ces scènes où vraiment il y a cette caméra qui virevolte. On sait même... c'est ça qui est bien avec la stop motion, c'est que j'ai l'impression de voir quand on y réfléchit bien, un tour de magie. Oui. Tu sais pas comment ils font. Et tu veux pas le savoir parce que sinon ça serait t'enlever la magie, et c'est ça aussi qui est important dans tout ce qui est film d'animation avec cette technique. Après l'histoire, ouais, non, moi j'étais transporté, ça m'a pas comment dire, le malaise était là parce que c'est, mine de rien, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une relation épistolaire entre un homme de 44 ans et une jeune fille de même pas 10 ans. 8 ans, ouais, c'est ça. 8 ans. Tout va bien. Donc, la première réaction de la mère est une réaction normale, pour une fois, pour la mère. Voilà, pour une mère alcoolique, c'est une... Ouais, alors quand elle voit que sa fille reçoit une lettre d'un homme de 44 ans, qui lui pose des questions très bizarres comme « As-tu déjà utilisé un préservatif ?» elle est horrifiée, ce qui est genre, normal. On va pas se rajouter ça. Oui, voilà. Donc voilà. Non, mais c'est... et puis, oui, l'environnement qui est dépeint des deux personnages est vraiment déchirant, quoi. On comprend que Marie, elle part pas avec les bonnes armes. Non. Voilà. Et pourtant, elle va se hisser très haut pour redescendre très fort. Oui. Et puis, Max, en fait, il va être là, et en fait, on va subir la violence qu'il subit via ses mots, mais c'est difficile parce que il en est tellement habitué qu'il a vraiment cette monotonie dans la voix, où en fait on comprend que c'est son quotidien. Notamment cette scène qui peut paraître rigolote au premier abord, mais où il dit que il n'arrête pas de se faire embrasser dans l'ascenseur par j'ai plus le nom, mais c'est une des hyperphages anonymes, ce qui est d'ailleurs très marrant. Voilà, les hyperphages, puisqu'il est accro au hot dog au chocolat. Voilà. Mais non, il y a cette monotonie dans sa voix qui nous fait ressentir beaucoup de choses, je trouve. Non, c'est très chouette. La fin, elle est un peu douce amère. Oui. Plus amère que douce. Mais non, c'est fou. Et puis moi, cette révélation de fin où vraiment, en fait, Marie arrive dans l'appartement enfin de Max pour le rencontrer, pour lui présenter son enfant. Oui. Et en fait, elle tombe sur un Max qui est décédé sur son canapé en regardant le plafond. Et là, en fait, on voit qu'il a le sourire. Donc on se dit, peut-être que ça a été. Et en fait, il y a la caméra qui monte et on voit toutes les lettres qui étaient accrochées au plafond. Donc en fait, il est mort en regardant toutes les lettres qu'il a échangées avec Marie. Parce que ça se passe sur plusieurs années. Je sais pas si tu l'as dit. Ouais, une vingtaine d'années. Ouais. Une vingtaine d'années. Du coup, Marie est une adulte. Oui, et un enfant. Oui, mais bon, vu le film, ça aurait pu être... C'est vrai qu'il aurait pu avoir un enfant voilà. Pas adulte, clairement. Sachant que le papa est parti avec son correspondant... néo-zélandais, et en se rendant compte qu'il est gay, en fait. Donc, voilà. Et donc, du coup, il est parti en Nouvelle-Zélande élever des moutons avec son ancien... Oui. Voilà. Ouais, c'est un exemple parfait d'espèce de ton bizarre qu'il y a dans le film. Ouais. Cette lettre que du coup, Marie lit
D'ailleurs, elle croit que ça va être enfin une lettre de Max parce que ça fait longtemps qu'il avait pas envoyé de lettre. Mm. Elle ouvre la lettre, en fait, c'est son mari qui lui dit Je suis parti. coucou Marie, j'imagine que tu n'as même pas remarqué que je suis parti. Et genre là tu te dis genre ouah, dur. Voilà, donc j'ai pris mes affaires et je suis parti et j'ai rejoint mon correspondant à qui je parle depuis si longtemps. Et là tu vois que c'est un berger. Et ce gars est juste très heureux d'aller vivre avec un berger et t'es là genre ok. c'est horrible, triste et bah, c'est bien pour lui mais c'est Ouais, non, puis mais c'est déchirant. Ça arrive à un moment dans l'histoire où elle a pas besoin de ça. Oui, mais oui. Voilà, non, mais c'est moi c'est vraiment un film qui m'a touché, et qui reste très haut. Tu disais que on pouvait pas dire qu'il était beau. Moi, je trouve que si, parce que c'est un des premiers trucs qui m'a sauté à la figure quand j'ai commencé le film. J'ai regardé les premières images, mais c'est beau, c'est détaillé, c'est Ouais. maîtrisé de fou. Et j'ai fait wow. Ouais. Et Oui, non, je disais beau dans le sens beau, Oui. coloré, tout ça, mais Non, si non, c'est mais oui. beau dans le sens. Puis le côté malaisant, tu le retrouves aussi dans le côté, bah, tu le disais tout à l'heure, un peu asymétrique. Les personnages, les designs de personnages qui sont atypiques, parce Ouais. qu'on n'est pas vraiment sur un être humain lambda. On est vraiment sur des proportions qui sont dignes de caricature. Aussi, ouais. Voilà. Oui. On a quelques personnages qui sont là aussi pour être un peu plus joyeux et t'apporter des petits moments de où tu respires enfin. Oui. Notamment la voisine de Max. Oui, jusqu'à son décès. Oui, jusqu'à son décès. Mais en fait, tout marche bien, tout est dosé très bien. Et du coup, ça te donne un truc. Alors, je suis pas loin de dire que c'est un chef-d'œuvre, mais je j'irai pas jusque-là parce que je pense que ça m'a moins touché que certains films que je considère comme des chefs-d'œuvre. Mais c'était un très grand film d'animation en tout cas. Ok, alors lorsque je veux dire chef-d'œuvre, c'est surtout par rapport à son genre. Oui. Je sais pas si la même histoire racontée un peu de la même manière, même si ça aurait pas du tout été la même chose, quoi, mais dans un film live, enfin, je sais pas. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre de l'animation, et en particulier l'animation en stop motion. Parce que c'est pas non plus un genre qui a un panel incroyable de films. Il y en a quelques-uns qui sortent, mais c'est tellement un travail monstre que t'en as pas tant que ça, quoi. Mais tu vois, j'aime beaucoup le travail de Wes Anderson ou de Del Toro sur la stop motion, mais je trouve que Marie et Max a un statut plus imposant, ouais, que plus réussi encore, même si c'est différent, et que j'adore ces films, hein, voilà, mais je trouve que Marie et Max, il y a un truc fou qui se dégage de perfection, voilà. Et je suis d'accord avec toi, mais j'ai beaucoup parlé, je pense que je vais passer le micro à nos deux compères. Eh ben, oui, bah il y a pas mal de choses à dire. Et puis vous avez déjà bien détouré les choses. Dans sa globalité, c'est un film que moi j'ai bien aimé aussi. Je suis pas forcément très connaisseur des aspects techniques, machin, tout ça. Mais il y a plusieurs moments moi qui m'ont plu, enfin qui m'ont parlé. Tu parlais de la scène du suicide. Bon. Ouais, celle-ci, Et c'est... l'emploi de cette musique, la version de Pink Martini de la chanson Que sera, sera, dont David pourra nous dire d'où elle vient à l'occasion, quand il aura la parole. Il l'a dit. Il l'a dit. Oui, je l'ai dit, mais Oui, mais on pourra rebondir dessus, explicite. Mais Quentin, il l'a dit, que ça venait du film d'Hitchcock. Oui. Et en quoi c'est devenu un classique quasiment instantanément, cette chanson? Il n'y a pas de littérature à ce sujet-là, parce que c'est quasiment ça, finalement. Ah bah après, je sais pas. C'est l'impact du film qui l'a eu pour toi. Oh, l'impact du film, parce que l'homme qui en savait trop, le film est connu. Après, dire que c'est un Hitchcock majeur, c'est un très bon Hitchcock, mais bon, c'est presque un pléonasme. Mais non, je sais pas, je me suis pas spécialement documenté dessus. Mais... Non, mais le succès et le retentissement de cette chanson, justement, pour un film qui n'a pas eu un retentissement monumental, c'est complètement décorrélé, du coup. Elle a peut-être dû être déjà pas mal reprise. Bah, tu le dis, tu parlais de la reprise de Pink Martini qui est donc utilisée dans le film Marie et Max, mais je pense qu'elle a été utilisée, on l'a pas entendu que là. Hein, il y a dû y avoir d'autres films, d'autres entrées dans la culture
au sens large, c'est un morceau qui a été assez largement utilisé. Je pense que voilà, c'est plus ça. Non, mais tu vois, je pensais que tu avais peut-être une non, là, une j'avoue, indication non, à ce niveau-là. Bon, bah, j'ai bref, pas d'éléments à ajouter. j'en suis pour mes frais. Mais le fait est que c'est rigolo parce que pour avoir été recherché justement là sur YouTube, pour ne pas le citer, à quoi correspondait cette musique, parce que j'avais pas forcément l'auteur. Les premiers commentaires viennent qui est là après avoir vu Marie et Max. Comme quoi, il y a quand même quelque chose qui s'est produit avec ce film-là. Oui, donc il y a cette scène-là qui m'a bien remué. Puis globalement tout le positionnement sociétal des personnages, c'est quand même un peu la grande loose. Le père de famille qui se retrouve à la retraite et qui devait certainement n'avoir que cette activité professionnelle pour se sentir exister, et qui du coup se réfugie dans son atelier pour faire de la taxidermie. La mère qui noie son mal-être dans l'alcool, et même le personnage de Max qui est a priori un homme empêché dans toute sa splendeur. C'est des personnages qui sont cabossés d'office, et ils sont cabossés dans leur design du coup aussi. Il y a une logique dans tout ça. Et c'est probablement par là que moi je verrais ce film comme entre guillemets dérangeant, parce que le sous-entendu de éventuellement une relation bizarroïde entre une petite fille et un homme de 40 ans, c'est évacué d'office, parce que déjà il y a une distance. Et il y a rien sachant que c'est la fillette qui initie le truc en plus, donc voilà, c'est Oui, et que il y a rien de oui, y a rien de tendancieux, sachant que certes Marie adulte découvrira les choses de l'amour, Oui. mais n'a jamais eu la moindre idée de vouloir découvrir ça avec Max, et que Max de son côté ne comprend pas les choses de l'amour. Non. Mais du tout, il a aucune. Déjà il comprend pas grand chose avant d'avoir fait une crise d'angoisse. Oui, voilà. Voilà, mais donc c'est oui, effectivement évacué, ouais. Ces plans où il est en crise d'angoisse et qu'il fait une espèce de tangle, il tangle là d'avant. Voilà, c'est la première fois que ça arrive dans la gueule dans le film, t'es là genre ok, genre t'as la douce voix de Marie qui lit sa lettre et Max qui la regarde et tout, et Denis Podalides du coup en VF qui dit et là Max réagit de la même manière qu'il réagit à chaque fois, en se réfugiant et alors je sais plus s'il dit en faisant une crise d'angoisse, mais en se noyant dans l'angoisse. Et là tu le vois genre debout dans un coin sur un petit tabouret dans un coin d'une pièce, à se ronger les ongles et à tanguer d'avant en arrière, et t'es là genre wow, ok, ça va être super l'ambiance de ce film. c'est très perturbant. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Je faisais une petite recherche et ouais hein, qu'est-ce c'est là ça a été un peu un morceau qui a été repris quoi. Il y a une liste mais incroyable. Le film a été repris dans beaucoup de films, de séries. La musique pardon a été repris dans, du coup il y a Marie et Max est cité, mais la chanson a été adaptée en français, a été chantée par Lynn Renaud, par Luis Mariano, par François Degelt, et elle sera reprise plus tard par Mike Brand, par Dorothée. La chanson apparaît dans Mes voisins les Yamada, de film de Studio Ghibli qui est très bien, dans le film Fatal Games, ça apparaît dans un épisode des Simpsons dans la saison 6, dans la série Ma famille d'abord, dans un Jane Campion In the Cut, ça apparaît dans Beverly Hills, ça apparaît dans American Horror Story. La chanson a été reprise par Ariel Dombal en 2006. Ça apparaît dans Scream Queens, dans Bait Motels, dans pour de la pub pour Samsung. Le joueur de foot Steven Gerrard, icône du club Liverpool, exactement, merci Mickaël, c'était sa chanson. À la place de Que c'est là, c'était Steven Gerrard qui était chanté, et c'était chanté dans tout le stade et tout. Il y a The Handmaid's Tale, il y a la série Cowboy Bebop, voilà. La chanson est rentrée dans l'univers populaire et a énormément de reprises partout. Donc c'est vrai que même moi, quand j'ai entendu la première fois dans ma RMA, je me suis dit, je la connais. Je sais pas d'où, mais je la connais. C'est vraiment le genre de morceau que tu ressens ça. Tu sais pas forcément d'où. Et je pense pas effectivement que l'origine d'Hitchcock soit connue par tant de gens que ça.
Mais par contre, beaucoup de gens connaissent quand même la version de Doris Day, quoi. Voilà, ah oui, voilà, ouais, complètement. qui a même été samplé dans un morceau de hip-hop il y a quelques années aussi. Voilà, oui, ça fait vraiment partie de l'imaginaire collectif. Voilà. Donc oui, c'est à peu près tout ce que j'ai vu. La séquence de fin aussi ça m'a un peu serré le cœur de voir voilà ce truc-là se terminer de cette façon-là. Mais est-ce qu'il y avait vraiment d'autres manières de le terminer ? Ça, la question reste entière. Mais sinon, oui, j'ai passé plutôt un beau moment avec ce film-là. C'était bien cool. Merci, Quentin. Donc il reste plus que moi. Je serais un petit peu plus modéré moi sur mon avis sur le film, alors, que je n'ai pas détesté, hein, mais moi l'histoire m'a assez peu touché. Je dois dire là, alors, c'est vraiment du ressenti, de l'émotionnel qui rentre en ligne de compte, du subjectif ça, évidemment, mais comme pour tous les films, hein, mais j'ai pas accroché vraiment à l'histoire. Alors est-ce que le fait que le narrateur soit aussi présent, je me suis posé la question, que les personnages parlent aussi peu eux-mêmes, est-ce que ça a joué sur le fait que ça laisse une espèce de distance avec eux et que j'ai été moyennement pris d'empathie aussi bien pour Marie que pour Max, je sais pas, j'ai pas vraiment la réponse, mais ouais, moi l'histoire m'a pas énormément touché. En revanche, esthétiquement, bon, le boulot, t'en as parlé, Quentin, hein, le travail que ça représente, ce film-là, c'est un truc de dingue, faut avoir la foi, hein. Quand on se lance dans un projet comme ça, qui prend forcément plusieurs années, faut croire en son film, hein. Et ça, chapeau bas pour toute l'équipe, bravo les gens. Esthétiquement, c'est sublime. Le film est sublime. La photo, parce qu'il y a une vraie photo sur le film, hein, ça doit être de l'animation, il n'y a pas de comédien en chair et en os, il n'y a pas de... vraiment, c'est superbe. Cette photo essentiellement noir et blanc, avec des petites touches par moment un peu différentes qui viennent tempérer ça. J'avoue que pendant une heure et demie, il fait, hein, c'est une splendeur. Esthétiquement, waouh. Alors moi qui suis déjà sensible, on avait fait une émission sur le noir et blanc au cinéma, voilà. Des films d'animation contemporains en noir et blanc, il n'y en a pas tant que ça, c'est pas légion. Là, vraiment, il y a un boulot sublime. Esthétiquement, c'est quelque chose de fabuleux. Voilà. Donc, ça vient tempérer un petit peu ce côté où moi, j'ai été moyennement touché par l'histoire. Mais ça a été l'occasion de découvrir un film que je ne connaissais pas. Je l'aurais connu avant... je l'aurais vu avant que tu le proposes. Enfin, au moment où tu as proposé ce film-là pour le thème, tu m'aurais dit, bah tiens, je prends Marie et Max. Si je l'avais connu à cette époque-là, le film, je t'aurais dit, ah ouais, mais au niveau malaise, c'est soft. Parce que, alors, pour le coup, je n'ai pas ressenti, bon, ça, c'est pas très grave, hein, pour le coup, tant pis. Mais j'ai pas ressenti de malaise particulier. C'est vrai que quand tu nous l'avais pitché, Quentin, je me rappelle, que tu nous avais dit, un homme d'âge mûr, une petite fille, etc., qui correspondent, tout. Alors oui, raconté comme tu nous l'avais raconté, effectivement, j'avais déjà presque l'impression de palper le malaise là où j'avais encore rien vu. Bon, devant le film, c'est certainement de nos quatre entrées pour la sélection, celle qui m'a le moins choqué à ce niveau-là. Je veux pas dire que c'est lambda, mais bon, je le trouve un petit peu presque hors sujet. Encore une fois, c'est pas très grave. Voilà. Donc ça y est, vous le savez, pour ceux qui nous écoutent, c'était donc Marie et Max que je mettais un petit peu à part. C'est pas grave, voilà. En tout cas, merci de m'avoir fait découvrir ce film-là, que je serais peut-être pas allé voir de moi-même, je sais pas. Je connaissais même pas le titre, hein, ou alors t'en avais peut-être parlé au détour d'une discussion, parce que comme t'es quand même très branché cinéma d'animation, et t'es jamais avare de nous faire découvrir des nouvelles choses, je suis content de l'avoir vu, et ouais, ne serait-ce que pour son boulot monumental et son esthétique particulièrement réussie, et moi qui m'a vraiment touché là par contre à 100%, bon bah je suis pas mécontent de l'avoir vu. Voilà. Ah bah très content que ça t'ait plu, vraiment. Non, mais du coup tout le monde a pu étayer son avis, je crois bien. Je pense. Bah écoutez, je suis content de vous l'avoir fait découvrir. J'espère que les gens qui nous écoutent, bon, on a pas mal spoilé, hein, là pour une fois, on a pas mal révélé des éléments importants, histoire du suicide et la mort de Max à la fin et tout. Donc j'espère que vous aviez passé le pas avant de nous écouter. Mais sinon, dans tous les cas, découvrez-le. En tout cas, au moins pour l'esthétique, jetez au moins un petit coup d'œil à une bande-annonce, pourquoi pas. Mais
Mais voilà, c'est un film qui vaut le coup. Je suis très content d'en avoir parlé et bon, c'est sympa pour terminer. Enfin, sympa, entre guillemets, pour terminer cette saison 2, même si de manière générale, de toute façon, le thème ne se prêtait pas à quelque chose de sympa pour terminer la saison. Mais voilà. Et oui, merci David. Mais voilà, bon bah écoutez, merci bien les gars. On va pouvoir passer au dernier film de notre sélection. C'est à toi, Mickaël, tu vas nous parler de Grave, je crois bien. Ouais, et je vais le manger tout cru. Alors, j'ai ouvert cette saison 2 avec The Lost City of Z de James Gray et je la clôture avec Grave de Julia Ducournau. 2 films sortis la même année, en 2016. C'est marrant parce que dans toute ma sélection de l'année, ce sont les 2 seuls films que j'ai déjà vus. Et tout ça, c'est du pur hasard. Donc, plutôt rigolo. Voilà. Ce sont 2 films, 2 de mes films préférés, 2 pierres angulaires de mes débuts de cinéphile. L'un a une place spéciale pour les souvenirs qu'il me procure. C'est sans doute l'une de mes plus belles expériences cinéma vécues avec mon comparse de toujours, Quentin, ici présent. Oui. C'est très bien. Et Grave... Eh ben, l'autre Grave occupe une place plus obscure et plus étonnante, car rien ne me prédestinait à aimer ce film. C'est pas faux. Oh. Pourtant, nous l'avons découvert... Non, je sais pas si t'allais le dire. Quand on l'a vu ensemble. Non, Non, je l'ai vu tout seul. À l'époque de la coloc ? Oui. Ah bon, on l'a regardé le même jour, donc ça m'étonnerait. Eh ben... À moins que tu l'aies vu 2 fois ? Non. Ah non, on l'a regardé ensemble. Hein. Bah, je m'en souviens plus. Eh bah super, se faire autant enjoliver... Non, mais tu comprendras pourquoi je m'en souviens plus. Vas-y. Alors, Grave revient assez souvent dans nos discussions avec les loustiques ici présents. Je leur ai toujours répété, c'est l'un de mes films préférés. Mais quand ils me demandaient pourquoi, j'étais bien incapable de donner un autre argument que j'aime bien, quoi. Et en fait, je me suis posé cette question, pourquoi j'aimais autant ce film ? Et j'en savais absolument rien en fait, je me suis rendu compte de ça. Donc alors, quand David nous a exposé son thème de film malaisant, l'occasion était trop belle. Grave est arrivé direct dans l'équation. Il a balayé des titres comme C'est arrivé près de chez vous ou The Substance. Et pour être honnête, il n'avait absolument aucune chance ces 2 films-là. Donc Grave. Aucune chance dans quel sens ? Que je les choisisse face à Grave. Ah oui, d'accord. Mais parce que en termes de thème, ils sont très bien. Ils sont très bien. Donc je me suis donc replongé dans ce film que je portais littéralement au nu. Et là, surprise, ce nouveau visionnage ne s'est pas du tout passé comme prévu. C'est fou, mais des scènes entières, pourtant marquantes, avaient totalement disparu de mon cerveau. Alors, est-ce que j'ai aimé ou pas ? Est-ce que le coup de foudre est toujours là ? Eh bien, on va voir ça juste après le point pitch. Alors, chez Justine, on ne discute pas avenir. Tout le monde est vétérinaire, point barre. À seulement 16 ans, et j'insiste sur l'âge, parce que même si le film ne le crie pas sur tous les toits, c'est une donnée qui change absolument toute la lecture des scènes qu'on va voir. Cet ado, surdoué, intègre donc l'école Veto, rejoignant sa sœur aînée Alexia. Mais l'accueil est brutal, c'est la semaine de bizutage, et là, les traditions sont féroces. Un matin, on force Justine à manger un rein de lapin cru. Super idée. Pour elle, c'est un séisme, elle est végétarienne depuis sa naissance. Ce qui aurait dû n'être qu'une mauvaise expérience va déclencher quelque chose d'irréversible. Très vite, Justine développe des démangeaisons étranges et une dalle monstrueuse que la salade ne suffit pas à combler. Elle ne le sait pas encore, mais elle est en train de découvrir sa vraie nature et le réveil de ses instincts va être absolument dévorant. Donc, comme je vous le disais un peu plus tôt, la plume et la caméra sont tenues par une jeune réalisatrice, Julia Ducournau. À l'époque, elle avait à peine 33 printemps. C'est donc après 3 courts-métrages et un téléfilm qu'elle débarque avec son premier film, Grave.
Alors, ce qui est fou, c'est que le film a été bouclé en seulement 38 jours, avec un budget d'environ 3,5 millions d'euros, que je trouve plutôt peu pour une telle ambition visuelle. Et pourtant, ce coup d'essai va être un coup de maître, il va la propulser directement au rang d'égérie du cinéma de genre français. Le premier gros point fort que je retiendrai, c'est la réalisation de Ducournau. On ne peut pas faire plus viscéral. Elle a fait un choix chromatique très précis, des tons pâles, froids, presque cliniques. Lol, on est chez les vétérinaires, cliniques, tout ça. C'est absolument imparable pour faire ressortir le rouge omniprésent du sang ou de la viande. J'ai aussi été marqué par les scènes de fête. C'est un joyeux bordel, et c'est le cas de le dire, mais filmé avec une clarté totale. On n'est jamais perdu parce que sa caméra sait exactement sur quoi s'attarder. D'ailleurs, le mouvement de sa caméra décuple l'impact de certains passages. Je pense encore à ces moments de fête, mais surtout à cette scène glaçante où Justine découvre le corps d'Adrien et comprend, dans le même souffle, que l'assassin n'est autre que sa propre sœur Alexia. Le cheminement de la caméra nous fait prendre le coup de poing en même temps qu'elle. Le second gros point positif, c'est le casting. Il est ultra convaincant et je voudrais commencer par Laurent Lucas, qui joue le père de Justine. Alors, il est peu présent à l'écran, c'est vrai, mais il intervient à des moments clés. Et surtout, il porte cette fameuse révélation finale. Celle qui ne nous laisse pas indemne du tout. Mais alors, du tout. C'est le moment où le film décide de nous enfoncer le dernier clou dans le cercueil du malaise. On sort de là complètement sonné, et c'est en grande partie grâce à la justesse de son interprétation dans cette dernière ligne droite. Ensuite, on a l'acteur franco-algérien, attention pour mon accent, au secours, Rabat Naït Oufella, qui incarne Adrien, le coloc gay de Justine. Il finit par devenir son love interest, mais je dois avouer que, par contre, son écriture m'a laissé de côté plus d'une fois. Il a des réactions que je n'ai absolument pas compris tout le temps. Mais attention, si l'écriture m'a parfois fait tiquer, son jeu, lui, est impeccable. Il apporte une vraie justesse et un naturel qui sauve ces moments-là. Il rend Adrien crédible, même quand le personnage prend des décisions un peu déroutantes. Du moins de mon point de vue. Et on ne peut évidemment pas oublier celle qui joue la grande sœur de Justine, l'actrice franco-suisse Ella Rumpf. Rumpf, c'est ça ? Je sais pas. Ok, on va dire Rumpf alors. Et la Rumpf ? Rumpf. Elle est tout simplement impeccable. Elle dégage un charme fou, presque magnétique, mais elle apporte en même temps une froideur et une dose de folie qui électrise l'écran. C'est elle qui incarne ce basculement, cette absence de limite. Elle est le miroir déformant dans lequel Justine se regarde, et leur duo fonctionne à merveille parce qu'Ella insuffle ce sentiment de danger permanent dès qu'elle entre dans le champ. Pour terminer en beauté ce tour de casting, j'ai une petite histoire pour vous. Savez-vous comment la réalisatrice Julia Ducournau et son actrice principale Garance Marillier se sont rencontrées ? J'imagine peut-être sur un tournage, quelque chose comme ça, non ? Oui. Ok, incroyable. Retour en arrière. À 13 piges, Garance avait une énergie, disons, débordante. Pour la canaliser, sa mère l'inscrit à un casting en mode va faire ton cinéma ailleurs. Là, c'est pas l'endroit ni le moment. Donc Garance va à reculons à ce fameux casting. C'était un court-métrage qui s'appelait Junior. Derrière la caméra, on a une Julia Ducournau, encore plus jeune que pendant le tournage de Grave, qui cherche à provoquer la gamine. Elle appuie là où ça fait mal pour tester ses réactions. Ouvrez les guillemets. T'as vu comment t'es habillée ? Espèce de bouffonne. Fermez les guillemets. Alors, Garance, qui, je vous le rappelle, avait 13 ans, n'avait aucun recul. Elle prend tout au premier degré. Elle racontera plus tard, ouvrez les guillemets, quand je suis sorti de là, je la détestais. Je ne savais même pas que c'était la réalisatrice. Donc, suite à cette petite histoire, elle va se retrouver dans Grave. Hein. Finalement, Grave marque leur 3e collaboration après le court-métrage Junior et le téléfilm Mange. Si Julia revient toujours vers elle, c'est qu'il y a une raison, pour moi.
le talent brut, tout simplement. Dans Grave, Garance déploie une palette d'expressions et une gestuelle absolument phénoménale. Ce qui frappe dès les premières secondes, c'est ce jeu fascinant. Elle porte littéralement le film sur ses épaules avec un personnage d'une complexité de dingue. Pour un tout premier long métrage, c'est pour moi une performance qui peut scotcher n'importe quelle personne, enfin n'importe quel spectateur dans son siège. Voilà. Et quand on y regarde de plus près, la performance prend une dimension presque irréelle. Le tournage a débuté en novembre 2015, je vous le rappelle. Garance, elle est née en février 98. Faites le calcul, elle n'avait que 17 ans. Alors, je me suis posé la question, le tournage s'est étalé sur 38 jours, alors ça peut être étalé, ça veut dire un jour par-ci, 2 jours par-là, 4 après. Mais la première à Cannes, elle était quand même en mai 2016. Donc le temps de faire le montage, tout ça, ça veut dire qu'elle était très probablement encore mineure pour tourner des scènes d'une difficulté incommensurable pour une jeune fille de son âge. Voilà. Donc si quelqu'un a bien sûr l'info sur les dates de tournage, je la veux bien en commentaire parce que j'aimerais éviter de dire des conneries. Donc si vous voulez me corriger dans les commentaires, allez-y. Donc, mais je suppose que d'un point de vue légal, ça devait être carré. Voilà, donc quoi qu'il en soit, ça en dit long sur la force de jeu et la maturité de cette actrice. Incarner Justine avec une telle intensité à cet âge-là, c'est tout simplement, pour ma part, que je trouve ça incroyable. Vous voulez dire quelques mots sur le casting ? Sur le cast, non, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. De manière générale, j'ai pas vraiment très bien. Effectivement, Garance est fascinante, mais les acteurs sont très justes. On a ce côté quand même acting français. On sent qu'elle vient du téléfilm, du court-métrage et tout. Je trouve que ça se ressent un peu. Le côté jeune acteur, mais en même temps, ce sont des jeunes acteurs français. Donc, dire que ça se sent que ce sont des jeunes acteurs français, ça n'a pas trop de sens. mais je trouve que ça se voit ce que je veux dire me semble limpide quand on voit le film, quoi. Mais non, très d'accord avec toi, le casting est impressionnant, vraiment. Ouais, moi pour moi c'est vraiment assez cool à ce niveau-là. Oui, bah pareil, ouais, c'est un des points forts du film à la revoyure. Bon, je reviendrai sur d'autres trucs tout à l'heure après que tu aies fini ton discours, Mika, mais ouais, le casting est top, hein. C'est vraiment que ce soit le petit copain, la sœur, les parents, les quelques rôles qui ont quelque chose à dire. On croise Bully Lanners. Au bord de la route là, il fait un routier séquence, là. C'est même lui est bien. Bon, de toute façon, en général. Juste après, justement, que les deux jeunes, ils se sont mis à l'écart pour aller parce qu'elle voulait manger de la viande finalement. Et donc son collègue l'emmène à la station-service. Et ils sont en train à la limite de se foutre de la gueule des routiers. Et là, il y a un routier qui se déboule, je ne sais où. Et là, c'est Bully Lanners. Il foutrait presque les jetons. Et là, ça, c'est un moment un peu malaisant aussi, d'ailleurs. C'est parce que là, on n'est pas dans le vif du sujet du film, même rien à voir. Mais quand il commence à toucher l'autre, là, au niveau de l'oreille, on lui dit non, quand même. Voilà, puis alors, du coup, c'est pas super ça participe cool. à installer une espèce de malaise dans la durée. Oui. C'est ça. Le pire, c'est qu'elle, en fait, elle s'en bat les couilles parce qu'elle mange son kebab. Et elle mange sa viande. C'est ça. Donc elle voit à ce moment-là, elle perçoit absolument rien de tout ça, effectivement. Ouais. Donc voilà, maintenant que la page casting est tournée, on va passer côté scénario. Alors on peut noter quelques maladresses, notamment une gradation dramatique qui manque parfois d'équilibre, je dirais. Mais l'essentiel est ailleurs. Grave, c'est l'histoire d'une gamine confrontée au dilemme absolu de l'adolescence. Comment se fondre dans un groupe tout en devenant soi-même. Alors, le film suit une triple initiation, étudiante, sexuelle et cannibale. L'écriture est dense, précise, et elle tresse ces 3 fils avec une habileté folle. Ducournau joue à fond sur les transformations de l'âge ingrat, sauf qu'ici, le désir et le changement corporel passent par la bestialité. Et franchement, quel meilleur décor qu'une école vétérinaire pour filmer ça. Voilà.
Oui, puis ça permet quelques petits excès, genre on fourre le bras, enfin la moitié du bras dans le cul d'une vache. C'est d'un goût particulièrement, c'est égoulayant, c'est sympathique. C'est la vraie vie, David. Ouais. Oui, mais bon. C'est le quotidien de beaucoup de Je sais, vétérinaires. oui, mais bien sûr, mais je sais aussi pourquoi. Je ne pourrais pas faire ce genre de métier. Et je ne parle pas que de compétences. Oui, mais quand tu veux devenir vétérinaire, je pense que tu penses pas à ça en premier. C'est mignon. Bref. Donc, donc je vais revenir à cette métamorphose. Donc le corps de Justine ne change pas seulement, il mue littéralement. Il y a cette fameuse scène incroyable où l'infirmière lui retire des lambeaux de chair, enfin des lambeaux de peau plus ou moins gros d'ailleurs. Justine sort physiquement d'une chrysalide dans une mue douloureuse. À partir de là, elle bascule vers la sauvagerie. Ça se voit dans les fêtes, mais aussi quand elle saute littéralement sur Adrien, son coloc. Voilà. Pour Justine, l'accès au monde des adultes est une chute sans fin. Ses repères, sa sœur, ses parents, son ami, s'effritent les uns après les autres. Il ne la protège absolument pas. Il lui ouvre même des portes d'une horreur qu'elle doit assumer seule. Et le malaise dans tout ça, il est omniprésent. Ducournau s'amuse à percuter les tabous de front et c'est ça qui dérange. Le film nous plonge dans un univers hyper réaliste, presque banal, pour mieux briser nos codes moraux les plus profonds. Elle nous montre tout, frontalement, sans rien cacher, en jouant sur cette frontière floue de la morale. Si le film fait mouche, c'est parce qu'il nous oblige, nous spectateurs, à regarder en face notre propre bestialité. Bon alors, au bout du compte, est-ce que j'ai aimé grave ? Eh bien la réponse est oui. Mais bordel, que c'était éprouvant, et bordel, je suis pas prêt de le revoir. J'ai enfin la réponse à ma fameuse question, pourquoi ce film était-il resté dans mon top 10 absolu alors que je ne l'ai vu qu'une seule fois ? Je pense avoir compris. J'ai découvert ce film au tout début de mon chemin de cinéphile. À l'époque, je bouffais du blockbuster à la chaîne, et au milieu de tous ces films grand public, Grave est arrivé comme un ovni. Il m'a fait ressentir des trucs que je ne pensais même pas possible devant un écran. Ces sensations, elles m'ont hanté quelques jours, voire quelques semaines, je m'en souviens. C'était le premier film à me faire ressentir ça, et honnêtement, il n'y en a pas eu beaucoup d'autres derrière, pour être honnête avec vous. Et c'est pour ça que je le portais au nu. Et c'est aussi pour ça que j'ai toujours repoussé ce visionnage. J'avais peur de briser le souvenir, un souvenir qui, comme un vrai traumatisme, avait fini par s'effacer par endroits. Je me suis surpris à me dire, mais comment j'ai pu oublier cette fameuse scène où Juju découvre que sa sœur a bouffé la cuisse d'Adrien. Voilà. Donc après ce deuxième visionnage, mon avis a évolué. J'ai été encore plus bousculé que la première fois, mais cette fois-ci, contrairement à il y a quelques années, je sais que je n'en oublierai absolument aucune image. C'est un traumatisme différent, mais c'est un traumatisme quand même, un souvenir que j'emmènerai avec moi jusqu'à ce que la vie s'évanouisse de mon corps. Grave restera à jamais l'un de mes films préférés, mais je suis pas prêt et pas pressé de le revoir. Voilà, messieurs, vous en pensez quoi ? Je vais me permettre d'ouvrir le bal. Alors, je suis à des années-lumière d'être aussi dithyrambique sur ce film-là, que j'appréhendais beaucoup. De toute cette sélection, je freinais vraiment des cas de fer avant, parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. Et le peu que j'en savais était pas du tout engageant. Et puis finalement, c'est le boulot, il faut bien s'y mettre. Et je dois avouer que, alors, dire que j'ai été déçu, c'est probablement excessif. Mais par rapport à ce que je m'étais imaginé, à ce que j'en attendais, en termes de... on est là pour parler de malaise et de dérangement, je dois avouer que je suis un peu resté sur ma faim. Sans jeu de mots. Voilà. Non, le fait est que une des choses qui m'a le plus gêné, en tout cas dans la première partie du film, c'est cet aspect qui, lui, pour le coup, est vraiment réel du bizutage dans certaines grandes écoles. Ça a fait débat de nombreuses fois dans l'actualité. Mais là, alors, est-ce que les choses se passent réellement comme ça ? Je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu, qu'on peut imaginer des choses de cet ordre-là.
Cette espèce de, avant toute chose, cette espèce de rapport à la soumission qui est, ça pour le coup, ça pourrait être malaisant, parce que ça c'est réel. Pour le reste, voilà, le cheminement de l'histoire, j'ai eu quelques moments de surprise que c'était plutôt cool d'ailleurs d'être surpris par ces choses-là, parce que je pense que c'était le but. Le fait que, ben oui, la sœur, non seulement elle était au courant, mais elle fait la même chose et elle va t'aider. Ah bah c'est cool. Elle va l'aider. Elle t'aide pas tant que ça. Non, mais elle te provoque un accident pour que tu puisses en faire quelque chose. C'est quand même sympa de la part d'une grande sœur. Oui. Voilà. Et jusqu'à la révélation finale, donc oui, qu'on a évoqué, cette espèce de face caméra de Laurent Lucas qui est ouf. C'est une belle séquence de serrage de fesses, ouais. Voilà. Mais de là être effrayé, dégoûté ou vraiment mis en porte-à-faux par ce film-là, non, ça n'a jamais vraiment été le cas. Je présume que ça pourrait être un hors-sujet aussi, hein, mais peut-être pas. T'as fini ? Ouais. Ah bon, d'accord. Donc tu me poses la question si c'est hors sujet. Non, bah non, parce que c'est un film malaisant, il se pose un peu là quand même. Non. Moi, grave, me choque pas là-dessus, vraiment pas. De base, quand même, le personnage, il a 16 ans. Oui, c'est... bah, puis au-delà de ça, alors bien sûr, si tu prends en plus en considération l'âge, ça en rajoute un petit peu. Mais bon, moi, la séquence, celle-là, je m'en souvenais très bien, c'était une de celles dont je me souvenais le mieux. C'est pourtant pas peut-être pas la plus démonstrative, mais c'est quand même le concept de la gamine qui bouffe le doigt de sa sœur qu'elle vient de se couper. Bon, c'est quand même quelque chose. C'est un super plan en plus. Non, et puis c'est filmé assez sobrement. Enfin, bon, du Cournot, c'est tenir une caméra, y a pas de problème. Il y a de l'idée, voilà. Moi, je sais que j'ai été déçu à la revoyure. Je l'avais vu en salle en 2017. Bon, l'année à peu de choses près de sa sortie chez nous. Hein. Tu disais 2016 pour Cannes. Je sais oui. que alors c'était peut-être une reprise d'ailleurs en 2000. Enfin bon, peu importe. Moi, je l'ai vu en 2017 en salle. Ouais, j'avais beaucoup aimé à l'époque. Je l'ai vraiment revu à la baisse là. Alors peut-être qu'il y a l'effet choc du premier visionnage que j'avais plus là pour cette deuxième vision. Alors bon, le casting, on en a parlé tout à l'heure. Hein, c'est les acteurs et actrices portent un peu le film. Ça, là-dessus, il n'y a pas à tortiller. Le film est pas très long, mais moi, toutes les séquences de bizutage m'ont un peu fait chier. Pour être tout à fait honnête, ça prend un peu de place et alors je dis pas que c'est complètement inutile, hein, ça pose un peu le décor, ça pose aussi un peu le malaise que peut ressentir Justine, c'est Justine, hein, le personnage de Garance. Ça pose un peu le malaise qu'elle peut éprouver en arrivant dans cette école de veto, voilà, ok. Mais bon, ça m'a gonflé, moi c'est des scènes qui m'ont un peu gonflé là au deuxième visionnage. Et puis je retire pas grand chose au final du film. Je l'ai suivi sans des plaisirs particuliers, sans dégoût non plus. Hein, je faisais pas partie de ces gens qui sortaient à moitié blême de la salle quand j'avais vu en 2017, parce qu'il y en a eu. On serait presque cru à Cannes pour le coup. Oui, il y a des gens qui sont tombés dans les pommes. Il y a un couple qui est tombé dans les pommes et qui a été sorti par les pompiers. Ouais, voilà, bon, alors en revoyant le film là, tu te dis, bon, alors je veux bien qu'on n'a pas tous la même sensibilité, ok, bon, enfin bon, c'est grave, faut pas déconner. Il y a quand même bien plus craspec, bien plus choquant, bien plus violent à ce niveau-là, mais bon. Bref, après le film est pas simple, ça on est d'accord, hein, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Je sais plus son interdiction, je sais pas si tu l'avais relevé. Interdiction, moins de 12 ou moins de 16, je sais pas. Moins de 16. C'est à moins de 16 qui s'est pris. Et classé R aux États-Unis. Oui, là-bas. Mais vraiment c'était. Là-bas, les gamins de moins de 12 ans, ils sont accompagnés pour aller voir des comédies avec Hugh Grant, donc bon, c'est pas étonnant. Mais bon, voilà, donc non, moi grave au final, alors n'ayant pas adoré Titan non plus, le film suivant du Cournot, alors peut-être qu'il faudrait que je le revoie et peut-être que lui ça ferait le chemin inverse, je le réévaluerais peut-être, hein, c'est une possibilité. Titan est beaucoup plus difficile à appréhender, je trouve. Je pense qu'il y a plus de contenu dans Titan. Déjà, il y a Vincent Lindon. Alors déjà, Lindon est génial à peu près tout le temps, mais voilà, bon. Et il y a Garance aussi.
dans une super Oui, scène. elle a une petite scène. Ah Oui, ouais, mais on la non, voit pas non. énormément. La mais, scène dans la villa, là. C'est... Ouais, la scène dans la Oh. villa, où d'ailleurs, il y a un passage assez. Faut pas spoiler. Non, mais assez drôle. Oui. C'est une scène assez drôle que dans sa construction, je trouve. Bref, mais du coup, alors tout ça fait que tu vois, je n'avais encore pas vu son 3e film, et là, le revisionnage à la baisse de Grave m'emmène pas avec un entrain particulier sur son 3e du Cournot, puisqu'elle en a sorti un depuis. Bah après, c'est Donc- son premier film. Donc, Quoi donc, Grave ? Oui. Oui. Oui, bien sûr. Alors. On pourrait dire d'ailleurs des choses qu'on avait dites, que j'avais dites à propos de Dupontel dans l'épisode précédent avec Bernie. On va parler de l'énergie, la volonté de vouloir en mettre un peu beaucoup. Un peu plat à la vue. voilà. Ouais. Alors C'est- un peu beaucoup, non, parce que là-dessus, je trouve pas. Elle a un truc et elle s'y tient. Là-dessus, non. Mais il y a un côté choc dans Oui. son film. Voilà. Bon, ceci dit, le côté choc se confirme avec au moins le 2e, le 3e, je ne sais pas. Donc, je pense que c'est aussi dans la nature et le cinéma même du Cournot d'avoir des sujets pas faciles et pas à mettre entre toutes les mains. Ça, voilà. Mais c'est vrai que bon, pour un premier film, Grave, ça claque. Tu prends ça dans les gencives. Moi, il y a 9 ans, ça avait marché. Hein. Voilà, leur voyure, je n'ai pas particulièrement détesté le film, mais je l'ai revu un peu à la baisse. J'avoue que, ouais, peut-être que ça fait partie de ces films, et ils sont nombreux, qui constituent un petit choc, quel que soit le niveau où tu mets le choc, hein, un petit choc au premier visionnage, et au deuxième, n'ayant plus l'effet de surprise, sachant un peu à quoi t'attendre, c'est un peu plus lambda comme perception. Lambda, Non, mais c'est un peu, compliqué. j'ai dit Enfin, un c'est peu compliqué plus lambda. de J'ai dire pas dit de lambda. Grave que c'est lambda. Quoi. Mais non, C'est- écoute, j'ai dit un peu plus lambda. Au sein de films choquants, si tu veux. Voilà. Mais évidemment que c'est pas lambda. Le cinéma du Cournot n'est pas lambda. On est d'accord. Mhm. Mais là, il m'a paru plus passe-partout dans mon appréhension de ce qu'il me montre. Bon, alors moi, je suis de nous 4, je l'ai déjà dit, je le redis encore aujourd'hui. Je suis certainement celui qui est le plus habitué à bouffer de la péloche cradingue, violente, avec des litres d'hémoglobine. Voilà. Là-dessus, je pense que y a pas de souci. Bon, j'ai vu bien pire que Grave, ça c'est sûr. Mais là, du coup, ça l'emmène encore un peu plus du côté des films que je ne jugerais absolument pas inoffensifs et que je ne mettrais pas dans n'importe quelle main, mais je le conseillerais plus facilement aujourd'hui. Je me rappelle une collègue à l'époque qui mais ça raconte quoi donne-moi envie de le voir. Donner envie de voir Grave à l'époque avec la perception que j'en avais, c'était pas simple. Je crois que j'y arriverais mieux aujourd'hui. Alors, avec des précautions d'usage, bien sûr, mais j'arriverais mieux à dire aujourd'hui, alors Grave, ok, je vais t'en parler un peu, en essayant de donner envie, ça me paraît plus jouable aujourd'hui. Parce que, voilà, je l'ai trouvé plus soft. C'est le même film, hein, on est d'accord. C'est le même film, c'est le même montage. Mais voilà, moi, il m'a moins retourné. À l'époque, je me l'étais bien pris, ouais, c'était cool. Ce n'est pas un mauvais film, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de Ouais, dire. je préfère. Voilà. Il dit ça parce que je viens de me lever. Oh, ouais, tiens, arrête, j'ai les genoux qui tremblent. Voilà, Quentin, je te laisse enchaîner. S'il te plaît, Quentin, sauve-moi. Désolé. Oh non. Alors, un peu désolé et pas désolé quand même, parce que le film est super. J'aime bien le film. Mais je l'ai un peu comme David, je l'ai un peu baissé, très légèrement. Pas énormément, mais un peu. J'ai pas grand chose de plus à dire que ce que vous avez globalement dit. Le film m'a fasciné, l'acting global, vraiment très réussi, ça porte le film effectivement. Mise en scène, millimétré, le travail des déplacements de la caméra, du cadrage, choses comme ça est vraiment fascinant, un peu glauque. Enfin, il y a vraiment un truc qui se dégage du film. Tu n'as pas parlé de la musique. Ah oui, putain. Je trouve qu'elle aide beaucoup. Tu vois, par exemple, Bertrand, pardon, quand tu disais que le plan final sur le père, il est, je sais plus ce que tu as dit, quelque chose comme tétanisant ou je ne sais plus. La musique aide. La musique aide, cette espèce de truc qui se perd. La musique et puis la phrase, la dernière phrase qu'il dit, tu trouveras une solution. Oui, non, ouais, voilà, non, mais bien sûr, ça aide pas. Mais la musique, de manière générale, dans le film, je la trouve très, très puissante. Elle est puissante et oppressante. Elle un peu puissante à la Zimmer, un peu. C'est pas du point, mais il y a un peu un truc très puissant et simple, un peu minimaliste. Il y a pas eu beaucoup d'instruments. On est sur quelque chose de très digital et électronique.
Mais par contre, elle est très puissante, elle est très oppressante. Elle est omniprésente aussi. Ouais, elle est omniprésente. Enfin, elle prend beaucoup de place. Ouais, quand elle est là, elle prend énormément de place, quoi. Et du coup, ça appuie énormément sur sur l'intention qui est donnée dans la scène en question. Et ça fonctionne vraiment très bien. Donc non, c'est vraiment bien, mais c'est vrai que j'ai été un peu moins emballé qu'à mon premier visionnage, mais c'était quand même très bien. J'ai pas du tout détesté, j'ai pas du tout trouvé ça mauvais. Là, c'est juste que mon premier visionnage, j'avais mis vraiment j'avais eu une claque qui était vraiment extrêmement puissante. Là, c'était un peu moins conséquent, mais c'était quand même très bien. Par contre, j'avais l'intention de découvrir un peu son cinéma un peu plus, parce que j'avais pas vu encore le reste. Et j'avoue que j'ai eu le flemme. Voilà, peut-être le visage de Grave. Et puis le thème général des films qu'on a vu en ce moment, en fait, je me suis dit non, j'ai pas envie de gratter là. J'en ai marre de voir des trucs. Oui, et puis c'est un petit peu comme le cinéma de Cronenberg, quoi. Tu regardes tous les 6 ouais, mois et tu y reviens 6 surtout mois dans après. ces films-là. Et puis d'autant plus que là, je pense à une de mes très bonnes amies, Anaïs, qui aime beaucoup le cinéma de Cronenberg et qui aime beaucoup Crash. Et je sais que je déteste Crash. Je sais, ouais, il y a un lien qui a à faire entre Crash et Titan, même si j'ai pas vu Titan, mais je sais qu'il y a un lien. J'aime bien Titan. Ouais, bah elle, je sais que c'est l'inverse. Et moi, je sais que je suis pas sûr d'avoir envie de savoir en fait, parce que Crash j'ai bien aimé, mais sans plus. Et Titan, en fait, c'est le genre de film que mon intérêt de cinéphile me dit d'aller voir de temps en temps, mais j'ai un peu la flemme en général, donc. Tu veux des sensations? Mais play. Ouais, non, puis c'est pas des sensations c'est des sujets qui me parlent pas énormément. Ouais. Ah, grave, c'est perturbant parce que ça t'amène face à des sujets que t'as pas envie de voir, quoi. Une gosse de 16 ans bouffer le dos de sa sœur, j'ai un peu la flemme. Mais le film, il te dit bah si. si, la scène que tu regardes, c'est ça, quoi. Et puis t'as la musique, t'as le truc, du coup t'es pas bien, je trouve que alors moi personnellement je trouve que du thème du jour c'est le film qui rentre le plus dedans, même je trouve qu'il est vraiment très 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 présent dedans, parce que même le locataire dont tu as parlé, David, dans l'émission précédente, il se passe rien pendant 1h30. alors c'est pas ce que j'allais dire, et là David il dit ok, il serre le poing, David il s'est levé là. ah d'accord, et il va vite se rasseoir. Oh. Ah, il y a eu des doigts. je suis l'audio description pour vous. Non mais là c'est en termes de malaise, je trouve que c'est vraiment le film qui t'épatouille le mieux avec le sujet, clairement. Voilà, donc bien fonctionné, mais pas. Mais en fait, ça m'a permis aussi de me rendre compte de pourquoi je suis pas tant surpris que ça, qu'au final notre sujet il soit pas les deux pieds dans le plat des films malaisants. C'est parce que je suis pas sûr que nous on soit d'une assez connaisseurs, en dehors de toi peut-être David, ni assez adorateurs des films qui le sont, quoi. Genre c'est sûr que film malaisant, j'imagine qu'il y a parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui se disent bon, ça aurait mérité un petit salaud, un petit réversible, un petit antéchrist, un petit machin. Je pas. La flemme, comme tu l'as dit tout à l'heure, la flemme. Alors, en voir un de temps en temps, pourquoi pas, mais sur une petite sélection de 4 films comme ça, même si c'est toujours agréable de regarder des films, hein, mais on a été vers des choses qui nous parlent tous à chacun. Tu vois, je suis pas surpris d'avoir vu Bertrand prendre du Pontel. Toi, Mickaël, Grave, c'est un film que je sais qu'on l'a regardé ensemble. Tu t'en souviens pas, mais c'était ensemble. Oui, mais c'est un trauma. Ok, ça me va. C'est un trauma, donc j'ai oublié des trucs. Voilà. Toi, David, t'es évidemment parti vers un cinéaste qui te parle énormément, et puis moi, cinéma d'animation, Marie et Max, un film que je voulais vous faire découvrir. Donc au final, on a fait un peu ce qu'on a fait comme d'habitude. On a du coup peut-être tourné un peu autour du sujet, mais tout ça pour parler de choses qu'on avait envie. Donc au final, cette sélection nous représente bien comme souvent, et je trouve ça cool. Voilà. Sur ce, tu vas pouvoir peut-être hyper la rentrée ou hyper l'été. Tout dépend de ce que tu veux, mon ami. Si on veut surfer sur une vague, pourquoi pas les deux. Allez, pourquoi pas les deux. Sur ce, déjà, on est très content. Fin de la saison 2, dernier épisode, le plus court depuis très longtemps. Je me demande même si c'est pas genre l'un des plus courts depuis toujours. On va pouvoir se permettre de faire une petite conclusion sur cette saison. Tranquille. Mais deuxième saison, on en est très content.
que ce soit en termes déjà moi quelque chose que je ressens beaucoup personnellement, c'est entre nous, genre l'amitié, mais pas seulement, je veux dire en termes de production de notre émission, on a trouvé un rythme qui est très agréable. La première saison, on pouvait faire des fois des épisodes un peu à rallonge, un peu à se perdre, ou voilà, et là on a trouvé un rythme qui est cool. Quasiment tous les épisodes font à peu près autour de 2 heures, à l'exception là de celui-ci. Mais on a parlé vraiment de films qui nous parlent, qui nous plaisent. Chacun a un peu trouvé ses marques. Toi, Michael, t'as trouvé tes marques dans l'écriture de tes chroniques, qui a complètement changé cette saison. C'est plus Frère des ours. Elle était bien, ta chronique Non, Frère elle des était ours. horrible. Mais alors, ta chronique à toi était catastrophique. Merci. Voilà. Mais ce que on a fait de l'énergie générale du podcast, on a fait quelque chose de très sympa et j'aime beaucoup. C'est beau. Voilà. Mais effectivement, c'était un peu de la merde. Et celle-ci était beaucoup mieux, tu vois, tu conclus Ouais, la saison. je clôture merveilleusement mieux. C'est ça, non, complètement. Non, mais c'est très cool. C'est très très cool. Cette saison, vraiment, moi j'en suis super content. J'aime beaucoup toujours le rendez-vous, le fait qu'on ait ajouté plein de choses aussi pour les gens qui suivent les épisodes à côté, c'est très cool. Tout ce qu'on fait à côté, les critiques, les plaisirs sauvages de David, même tes émissions aussi, Michael. Vraiment, on a réussi à créer quelque chose de divers, de varié, avec un rythme qu'on essaye d'avoir, mais en même temps on s'oblige pas. On essaye de rester avec en plus sur cette saison 2 un auditoire assez régulier. Oui. On dépasse assez souvent la centaine d'écoutes. Donc nous ça nous convient très bien. Bien sûr, cool, on vise les sommets. Donc, oui, mais voilà. ça fait plaisir déjà de voir 3 écoutes sur le truc. On voit des chiffres qui sont plutôt cool et encourageants. Et puis même les abonnés, là à l'heure actuelle on a un peu plus de 250. Un peu plus de 250. Quand ça sortira, on verra bien. Mais merci à tous les gens qui écoutent. Je me permets, tant que j'ai le micro, de pouvoir le dire. Avant d'hyper pour la saison suivante, peut-être que vous voulez dire un mot sur la conclusion de la saison 2, mes copains. Eh ben oui, c'est très bien déjà ce que vous avez dit, mais c'est vrai que ça a été une saison très satisfaisante. Quelques épisodes de moins en termes de podcast thématiques, mais finalement ils ont été tout aussi bien bossés, j'ai l'impression. Des choix de films toujours chouettes. Alors je suis pas celui qu'on découvre le plus, évidemment, parce que à bouffer tout ce que je bouffe, bon voilà. Mais c'est toujours un plaisir de parler des films que vous choisissez. Et puis moi de présenter les miens, je suis toujours bien content. Quelques marottes dans cette saison-ci pour ma part, donc c'était cool. Après avoir fait une saison 1 où j'étais sage et où je me retenais, voilà. Donc j'espère qu'on fera une saison 3 du même niveau. Et puis voilà, effectivement, il y a des surprises qui vous attendent dans les semaines à venir. Au moment où ces épisodes arrivent en ligne, l'été va commencer à battre son plein. Et alors du coup, est-ce qu'on va parler de la surprise de l'été? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'ailleurs, qu'on dévoile à ce niveau-là? Ouais. Alors Bertrand, déjà, est-ce que tu as quelque chose à dire sur cette conclusion de saison 2? Et puis après, on fait nos révélations. Pour moi, ça s'est pas passé aussi bien que ça aurait dû, puisque normalement, j'aurais dû mettre à profit le temps que j'avais pour trouver quelqu'un pour me remplacer et ne pas être obligé de revenir l'année prochaine. Mais, a priori, personne n'est en mesure de vous supporter comme je vous supporte, donc je vais rempiler. Voilà. Vu que ça s'est quand même pas trop mal passé, même si j'ai toujours quelques réserves vis-à-vis de mes compétences audiovisuelles. Ça visuel, on s'en fout, il n'y a pas d'image. Donc c'est audio et audio alors. Voilà, audio, ça se passe bien puisque voilà, globalement, il n'y a pas de quoi se mettre martel en tête. Donc oui, je vais être obligé de revenir. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est ça. On est bien. Voilà. Puis tu continues à nous faire les mêmes chroniques que tu nous as fait sur les 2 premières saisons, c'est très bien. Voilà. T'es celui qui a peut-être trouvé le premier ses marques dans la manière d'appréhender ses chroniques. Donc je vois pas où est le problème. Voilà. Donc tu te trompes à ton sujet. Oui, voilà. Alors donc, Pimpon. Est-ce qu'on spoil Pimpon, spoilons. Oui. En l'occurrence, comme l'année dernière, attends, je reprends le micro un petit instant. L'année dernière, pour ceux qui étaient déjà là, qui nous ont suivis, durant l'été, durant la pause estivale, puisque nous reviendrons à la saison 3
comme dans un format très classique, retour en septembre. Donc nous allons avoir une pause estivale là. Donc l'année dernière, on avait fait des petites émissions un peu différentes, histoire de changer un peu. Donc là, cette année, on va essayer de faire aussi un peu la même chose, mais dans un format différent, encore une fois. Vous allez retrouver quelque chose qui fait plaisir, puisque c'est un peu une des raisons de l'existence de ce podcast, au final. S'il existe, c'est parce que l'un d'entre nous avait un certain désir de traiter d'un sujet, et je vais laisser cette personne en parler, ce sera mieux quand même. Alors, oui, je vais pas dire que j'ai eu cette idée de podcast juste pour ça, mais bon, quand même, ça traîne depuis le début, ce sujet-là. Donc, cet été, on va vous proposer un feuilleton estival. Il y aura normalement 5 parties, 5 épisodes, où on va traiter de l'intégralité de la saga cinématographique des Indiana Jones. Voilà. Donc, on va pas rentrer dans le détail, mais on est 4 dans l'équipe, et ça tombe bien puisqu'il y a 5 films. Nous aurons un invité, pour pas dire une invitée, qui s'est porté volontaire avant même que nous en fassions la demande. C'était super et surtout surprenant. Cette personne arrive à être surprenante, c'est chouette. Ça tombe bien, elle aime bien l'adjectif. Si tu nous écoutes, tu rigoleras. Et donc voilà, donc cet été, plus sérieusement, 5 épisodes consacrés à l'intégralité des Indiana Jones. On diffusera donc normalement un épisode par semaine. Ce sera aux environs de la mi-juillet qu'on commencera, et ça nous emmènera vers la fin août. Voilà, donc ça va être vraiment au cœur de l'été. Une fois par semaine, vous retrouverez ces épisodes-là. Voilà. Et ça va être un plaisir de parler d'une saga que moi j'affectionne énormément, et j'espère que les copains prendront le même pied que moi à voir ou revoir, plutôt revoir, je crois, dans la globalité, les films. Voilà. Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur le feuilleton de l'été ou... Alors sur le feuilleton de l'été, non, je crois pas, mais on peut continuer à vous teaser un petit peu du coup pour la suite, saison 3 qui va arriver. Petite entorse à la règle qu'on avait fait, saison 1 on avait commencé par thème aventure, et saison 2 on avait fait la même chose. Alors on pourrait faire la même chose pour cette saison 3, cependant comme vous venez de l'entendre, le thème estival ce sera Indiana Jones, donc bon, les films d'aventure, on va en bouffer un peu, vous aussi, voilà, donc on va changer un petit peu. On va tout simplement reprendre notre rythme, et donc, d'ailleurs, en parlant de rythme, j'ai une autre chose à vous dire après, mais donc le rythme de un thème, un qui choisit et tout, et donc le prochain à choisir le thème après David, c'est à mon tour, et donc pour la saison 3, qui du coup devrait reprendre, donc comme on disait début septembre, quelque chose comme ça, les dates exactes c'est encore un peu flou, mais ce sera dans ces horizons là. Ce sera donc mon thème, et on parlera du cinéma au cinéma. Donc un film qui traite du cinéma d'une manière, que ce soit de manière un peu méta, que ce soit d'une manière tout à fait premier degré, comme un film qui pourrait se dérouler dans un cinéma, ou voilà, ou des films qui se déroulent pendant un tournage, ou voilà, bref, le cinéma au cinéma. Voilà, et je suis très content puisque je vais pouvoir vous parler d'un film que j'aime énormément et que je veux défendre depuis très longtemps, donc c'est très très content de pouvoir entamer la saison 3 avec ce film là. Et d'ailleurs, je peux rajouter du coup le petit élément que vous verrez à partir de la saison 3 un nouvel petit écart de rythme, en tout cas au niveau de la publication du thème du podcast principal, puisqu'on va passer à un épisode par toutes les 4 semaines au lieu des 3 semaines, pour des raisons de praticité en termes de montage et de temps que cela prend, tout simplement. Donc on se laisse un peu de liberté, mais il y aura toujours des épisodes à côté, des petites critiques sauvages, des plaisirs sauvages qui viendront à côté, donc vous aurez toujours de quoi manger, et puis il y aura un petit peu moins de thèmes principaux, mais c'est pas grave, dans tout le cas on prendra toujours autant de plaisir, et j'espère que vous aussi vous prendrez toujours plaisir à nous écouter. Donc écoutez, à moins que les copains aient quelque chose de plus à dire, mais je crois qu'on est bon. On va pouvoir vous souhaiter des bonnes vacances à la montagne ou à la mer. À la montagne si pour ceux qui étaient là à la saison 1. C'est mieux à la montagne. C'était notre thème de la fin de la saison 1, voilà. Voilà, on vous souhaite de bonnes vacances, à la prochaine, cet été pour Indiana Jones, ou n'importe quand, voilà, parce que nous sommes toujours là dans votre poche, pour nous, je sais pas pourquoi je dis ça. Tu sais où tu vas? Non, pas du tout. Dans votre poche ou votre voiture. Voilà. On sera toujours là pour vous parler de cinéma. Merci. Pourquoi tu as eu cette voix? C'était très bien. Je sais pas. Le cinéma. Le cinéma. Voilà. Le cinéma.
C'est vendre tes popcorn. Allez, bah écoutez, bisous à tous. Bisous. Bisous, Salut. salut. Alors cet épisode est évidemment soutenu par les partenaires habituels de La Horde Sauvage. Alors citons tout d'abord les CGR Cinéma Châteauroux. Un grand merci à Stéphane Castro qui accueille une partie de l'équipe régulièrement pour présenter des films dans les salles du complexe. Un grand merci à Claude Turier pour les caricatures qui accompagnent les publications de La Horde Sauvage sous forme de miniatures, dans les visuels des épisodes, etc. Petite mention à notre ami Quentin qui n'a plus désormais beaucoup de cheveux par rapport à sa caricature initiale. Voilà, ça pourra amuser ceux qui le connaissent et puis voilà, ceux qui le croiseront en vrai et qui compareront avec son image. Et puis un petit coucou également aux camarades de Format Respecté sur Radio Balistique 103 FM. Je cite évidemment Antoine Royer, le copain historique de l'émission avec qui on fait des émissions depuis maintenant plus de 10 ans. Coucou Antoine, et puis un coucou également à Martin Vagnoni qui vient de Bourges très très régulièrement participer lui aussi aux enregistrements des émissions Format Respecté, lui aussi grand cinéphile. Voilà, donc un petit coucou à tous ces partenaires et merci à tous.